Bonjour, je me présente Manon Desjardins, ergothérapeute conseillère clinique à la direction des services multidisciplinaires au CIS de Laval. Je vous présente le guide des pratiques en soutien à domicile, partie 2, volet pratiques professionnelles pour les fiches d'activité clinique. Dans cette présentation, nous allons regarder brièvement le contexte, ce que contient le guide partie 2, les objectifs de celui-ci, et nous allons nous attarder plus longuement sur les tableaux des standards de pratique qui comprennent les stades d'un épisode de service et les fiches d'activité clinique. On terminera la séance par une démonstration d'une des activités d'appropriation pour cet outil. Dans la dernière année, les directions SAPA et DITSA et DP, en collaboration avec la DSI et la DSM, avons élaboré un guide des pratiques en soutien à domicile pour principalement préciser les paramètres cliniques attendus, favoriser l'adoption d'améliorations continues de la pratique clinique au quotidien, harmoniser et encadrer la pratique, rendre disponible un outil de référence tant pour les intervenants que le personnel exerçant des fonctions d'encadrement professionnel que pour les gestionnaires. Ce guide est un document complémentaire au guide des pratiques en SAD au CIS de Laval, partie 1 qui est le volet organisationnel et la partie 3 qui est au niveau des volets pratiques professionnelles pour l'outil d'analyse de la charge de cas et ce pour chaque titre d'emploi. Ces documents sont indissociables l'un de l'autre, il est donc requis de prendre connaissance de tous ces documents afin d'obtenir l'ensemble des informations nécessaires pour assurer les meilleures pratiques professionnelles. Concernant les fiches d'activité clinique, des comités de travail ont été formés principalement par les personnes exerçant les fonctions d'encadrement professionnel des directions concernées et des conseillères cliniques et des APPR de la DSM et de la DSI. De plus, des intervenants de chaque discipline ont collaboré ou ont été consultés tout au long des travaux. Les travaux ont été grandement inspirés par les guides des standards de pratique du CIS de Montérégie-Centre et du CIUS de la capitale nationale. Chaque discipline a son propre volet pratique professionnelle, partie 2, fiche d'activité clinique. Chaque document décrit l'offre de service de la profession en incluant une section sur la pratique de la profession où sont précisées les activités réservées et autorisées, les critères d'établissement de la priorité, la clientèle non admissible propre à la discipline, la tenue de dossiers spécifiques selon les ordres professionnels et le profil des compétences. Les tableaux de standards de pratique, dont les fiches d'activité clinique développées selon l'épisode de service au SAD, seront le centre d'intérêt pour cette présentation. En respectant les étapes de l'épisode de service en SAD, ces fiches d'activité clinique permettent une harmonisation, une standardisation de la pratique de l'intervenant et favorisent une équité dans l'offre de services en SAD, tout en assurant la sécurité des usagers. Les tableaux des standards de pratique sont construits à partir des éléments composant un épisode de service en SAD. L'épisode débute par la préparation à l'évaluation ou à l'intervention, pour ensuite initier le contact avec l'usager. L'évaluation de celui-ci et l'analyse des données permettent de produire en partenariat avec l'usager et ses proches le plan d'intervention. Il est favorable d'avoir une pratique collaborative, d'interdisciplinarité avec les autres professionnels, les partenaires, pour mettre en action le plan d'intervention par le suivi des interventions et ensuite mettre fin à l'épisode de service. Les interventions réalisées par les différentes disciplines ont été classées selon les principales raisons de consultation. Pour chacune des raisons de consultation, un guide des standards de processus clinique effectué est présenté sous forme de tableau appelé fiche d'activité clinique. Elles soutiennent la réflexion du clinicien, mais ne remplacent pas le raisonnement clinique et le jugement professionnel dans le choix de l'approche, des outils d'évaluation et des modalités d'intervention. Pour chaque tableau, l'analyse effectuée vise un cas dit standard, soit un cas qui évolue selon les attentes. Certaines interventions ne concernent pas toutes les directions clientèle. Il faut considérer l'offre de service, l'âge ou la situation de l'usager. Alors, en ergothérapie, on a retenu 9 raisons de consultation, nutrition 7, physiothérapie 7, psychosociaux 9 et soins infirmiers 17. Voici un exemple d'une fiche d'activité clinique représentant les différents éléments d'un épisode de service en SAD. Le titre est identifié en haut. Alors ici, c'est une fiche en physiothérapie qui se nomme « Douleur chronique ». La colonne de gauche représente les étapes de l'épisode de service et à droite,
c'est la description de ces étapes en fonction de l'activité. Cette partie diffère d'une fiche d'activité à l'autre et d'une discipline à l'autre. Il existe quelques variantes dans les fiches d'activité clinique. Lorsque les activités cliniques requièrent le même cheminement et intervention, il est possible de retrouver les activités regroupées sur une même fiche. C'est le cas, par exemple, pour cette fiche en psychosocial qui porte le titre de « Intervention lors de problèmes biopsychosociaux ». Cette fiche regroupe plusieurs interventions, dont les interventions reliées à une situation économique et une condition de logement précaire, et les interventions lors de problématiques sociales complexes, pour ne nommer que celles-ci. Il est proposé à l'intervenant comme première étape de l'épisode de service de se préparer. Avant même de contacter l'usager, l'intervenant consulte la demande de service, cueille les informations en consultant les documents disponibles ou toute autre information pertinente à la demande pour prévoir le déroulement de l'évaluation et les modalités à privilégier. Il peut aussi contacter le référent pour cerner davantage les attentes de celui-ci. Pour certaines disciplines, l'étape de préparation à l'évaluation-intervention est relativement la même pour toutes les activités cliniques. Toutefois, il arrive qu'il y ait des consignes particulières, des documents, des protocoles ou des outils spécifiques à cette activité que l'intervenant devra consulter. Ces informations peuvent se retrouver dans l'étape de préparation ou tout simplement être ajoutées au bas du tableau dans une section nommée « Documents de référence ». Lors de l'initiation du contact avec l'usager, que ce soit au téléphone, en présence ou en télépratique, l'intervenant doit expliquer son rôle et le mandat en validant la demande de service reçue. Il doit aussi valider le consentement et rechercher la coopération et l'engagement de l'usager à participer au processus clinique. En lui demandant de partager son projet de vie, ses attentes, ses valeurs, ses craintes et ses désirs, l'intervenant pourra établir le cadre dans lequel se déroulera l'intervention avec l'usager et ses proches, tout en tenant compte de l'offre de services en vigueur. L'ensemble des services offerts doit être précédé d'une évaluation globale des besoins, car elle permet de déterminer les éléments pertinents en lien avec le motif de référence. Les choix spécifiques des outils d'évaluation et les modalités d'intervention sont variables selon le profil de l'usager et le jugement clinique de l'intervenant. Il peut se référer aux informations notées dans l'OCCI ou toute autre évaluation antérieure effectuée par les pairs ou les partenaires afin d'éviter la duplication de données. Il est à noter que ceci ne remplace en aucun cas l'évaluation disciplinaire qui doit être rédigée selon les exigences des ordres professionnels. L'intervenant complète son évaluation par une analyse des données et émet une opinion professionnelle. Il pourra statuer sur l'autonomie de l'usager et les risques du maintien à domicile. En physiothérapie et en soins infirmiers, ou pour ces deux disciplines, 2 titres d'emploi sont combinés, certaines fiches précisent ce qui correspond au titre d'emploi désiré. Ainsi, tel que démontré dans cette fiche en physiothérapie, il est spécifié quelle action sera faite par le physiothérapeute et celle par le thérapeute en réadaptation physique. Il peut aussi s'y trouver une section qui fait référence au potentiel d'amélioration de l'usager pour guider les objectifs du plan d'intervention. Après l'évaluation et en avoir fait l'analyse, il faut procéder à une planification de service. Ceci se réalise au moyen d'un plan d'intervention. Cette planification des services est co-construite avec l'usager ou ses proches. Le plan d'intervention doit s'inscrire systématiquement dans la réalisation du projet de vie évolutif de l'usager. Les objectifs doivent être formulés de façon réaliste selon l'offre de services en vigueur, identifier des interventions permettant d'atteindre des résultats et ajuster les recommandations aux capacités de l'usager. Vous pouvez vous référer au guide d'élaboration des plans d'intervention et des plans de service en partenariat avec l'usager et ses proches disponible sur le portail. De plus, les modèles de plans d'intervention font référence au PSIAS et au plan d'intervention dans l'application Repères. Dans la section du plan d'intervention, des objectifs et des moyens d'intervention reliés à l'activité clinique sont proposés à l'intervenant. Ici, pour la fiche en nutrition qui se nomme « Pathologie gastro-intestinale entraînant des anomalies au niveau des apports nutritionnels », le plan d'intervention pourrait comprendre des objectifs reliés à la dénutrition, la déshydratation ou encore sur les carences nutritionnelles.
Selon le niveau de complexité de la situation, l'intervenant aura à identifier des intervenants, d'autres professionnels, des partenaires ou autres ressources concernées pour collaborer afin de se concerter ou de partager les décisions et les actions à prendre en partenariat avec l'usager. Les collaborateurs spécifiques ou fréquemment sollicités selon l'activité clinique y sont inscrits. Les suivis font référence à l'application du plan d'intervention qui doit tenir compte de l'impact des différents services sur l'atteinte des objectifs convenus, de la mise en place des conditions favorables pour assurer la sécurité, des facteurs de risque et du niveau d'accompagnement requis, des responsabilités et rôles de l'établissement et des partenaires de la prestation de services, de l'évaluation de l'efficacité des interventions et ajustement au plan d'intervention selon l'évolution. Cette section comporte les interventions reliées à l'activité et pour certaines disciplines, elles sont reliées au titre d'emploi. Comme par exemple, il y a une distinction des interventions entre l'infirmière et l'infirmière auxiliaire. C'est aussi dans cette section que se trouve la fréquence des visites et la durée moyenne par intervention. À la fermeture de l'épisode, il faut s'assurer que les recommandations ont été transmises, expliquées et démontrées à l'usager et ses proches. Il faut aussi mesurer l'atteinte des objectifs du plan d'intervention et ne pas oublier de questionner le niveau de satisfaction de l'usager en lien avec les services reçus. Il faut mettre fin au suivi. Il faut aviser les collaborateurs, les intervenants et les partenaires impliqués au dossier. Il faut aussi compléter la tenue de dossier et la codification statistique. Lors de la diffusion de la partie 1 du volet organisationnel du guide des pratiques en SAN, un algorithme décisionnel du risque de préjudice vous sera présenté. Vous pourrez vous y référer, non seulement à la fermeture de l'assignation, mais aussi tout au long de l'épisode de service. Plusieurs raisons permettent la fermeture d'un épisode de service. En voici quelques-unes. Lorsque les objectifs du plan d'intervention sont atteints, lorsque les services à domicile ne sont plus requis ou lorsque les services offerts par la communauté ou par un partenaire répondent aux besoins, lorsque l'usager ou ses proches sont capables d'assurer les soins. Dans les situations où une discussion avec le personnel exerçant une fonction d'encadrement professionnel est requise serait lorsque l'usager refuse les services, lorsque l'usager est apte à consentir mais ne collabore pas au plan d'intervention ou ne respecte pas le plan d'intervention, ou lorsque le cadre de l'intervention établi avec l'usager n'est pas respecté. Dans cette section aussi, la durée de l'épisode de service est identifiée. Les documents sur les 3 parties du guide des pratiques en soutien à domicile, les outils et les liens utiles pour l'appropriation de ceux-ci seront disponibles dans l'intranet selon le calendrier de diffusion qui débutera à l'automne 2020. Dans l'intranet, dans la section Carrefour clinique, vous allez vers les pratiques cliniques et professionnelles DSI, DSM, DSP pour aller vers le guide des pratiques ici qui va ouvrir la page vers le soutien à domicile, guide des pratiques, où vous retrouverez tous les documents en lien avec les fiches d'activité clinique, l'outil d'évaluation de la charge de cas et les liens pour les quiz qui vont être associés aux activités d'appropriation. Des activités de groupe et individuelles compléteront la démarche pour l'appropriation des fiches d'activité clinique. En attendant la diffusion complète du calendrier des activités, un petit questionnaire est disponible dans l'intranet pour valider l'appropriation de cet outil. Au cours des prochaines semaines et mois, un accompagnement et un soutien de la DSI et de la DSM seront offerts à l'ensemble des équipes. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer à la personne exerçant une fonction d'encadrement professionnel de votre équipe ou à votre gestionnaire. Ils pourront au besoin communiquer avec nous. Ceci conclut cette présentation. Merci beaucoup.